De retour au bulletin. Cet automne, c'était la 7e édition de l'opération Sac à dos des magasins Partage de l'île de Montréal. Cette collecte de fonds-là a permis de ramasser plus de 40 000 $ pour aider les enfants de milieux défavorisés. Et pour nous faire un compte-rendu de l'édition 2015 de l'opération, on accueille Sylvie Rochette. Elle est cofondatrice et directrice générale du regroupement Partage de l'île de Montréal. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de débuter, j'aimerais que vous m'expliquiez un peu quelle est la mission générale du regroupement Partage. En fait, les regroupements Partage d'abord, nous sommes 36 magasins Partage sur le territoire de l'île de Montréal, donc on est un organisme régional. Alors, nous sommes une porte d'entrée dans un réseau d'entraide locale. Alors, notre mission première, elle est celle de nourrir, de soulager la faim et de nourrir l'espoir des plus démunis, de les amener vers une porte, vers un réseau d'entraide locale. Et également aussi, on travaille à trouver des solutions durables à la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, pour nous, c'est l'insécurité alimentaire. En même temps, il faut faire attention parce que la sécurité alimentaire pour le niveau, le niveau agroalimentaire, c'est plutôt la salubrité. Mais quand on parle au niveau social, c'est vraiment de s'assurer que les gens puissent manger à leur faim tous les jours. Qu'il n'y ait pas de problème de malnutrition chez les plus pauvres de la société. Par curiosité, comment votre organisation est organisée d'ailleurs? Est-ce que, donc, il y a le regroupement Partage et les magasins, ce sont des organismes indépendants? Non. Alors, les magasins Partage sont membres du regroupement Les Magasins Partage. Le regroupement fait des campagnes de financement au profit des membres. Le regroupement est aussi le protecteur du nom, mais aussi doit protéger aussi le concept même. Donc, les magasins Partage, c'est pas tout le monde qui peut s'improviser du jour au lendemain d'être un magasin Partage. De un, parce qu'on veut s'assurer que les gens soient bien reçus. De deux, on veut s'assurer aussi que les dons soient utilisés à bon escient et que tous les magasins Partage fonctionnent de la même façon, qu'il n'y ait pas de surenchère pour les Montréalais, qu'on soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, que tous soient reçus de la même façon. Donc, le regroupement, son rôle, c'est un peu ça, mais aussi de faire des campagnes de financement au profit des magasins Partage pour retourner dans les quartiers les denrées alimentaires et les fournitures scolaires qu'on a besoin pour la distribution, pour aider ces gens-là. Et également aussi, on fait des campagnes médiatiques et également aussi, on offre des outils à nos membres. Donc, c'est vraiment un lieu où si le regroupement n'existait pas, les magasins Partage ne pourraient fonctionner. Vous venez de mentionner l'organisation de campagnes de financement. Vous venez de terminer l'opération Sac à dos. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement l'opération? En fait, l'opération Sac à dos, c'est un volet de notre campagne de la rentrée scolaire. Cette année, il faut dire que nous avons aidé 4100 enfants en leur fournissant sac à dos, effets scolaires de base, coffre-crayon et boîte à lunch isolante. Et j'insiste sur l'isolant parce que souvent, les jeunes qui viennent de familles appauvries ont un bien maigre lunch et dans un sac en plastique ou un sac en papier. Donc, on peut s'imaginer la qualité du lunch à l'heure du dîner. Donc, on s'assure d'acheter des produits de qualité. Et on offre aussi une épicerie pour une semaine pour toute la famille. L'opération Sac à dos a été une action parmi tant d'autres. Et c'était également aussi le moment de sensibiliser la population aux effets de la pauvreté à la rentrée scolaire chez les jeunes. Et également aussi, bien sûr, on a coïncidé ça avec une levée de fonds. Parce que pour les familles démunies, c'est plus difficile parce que, d'une part, ça concorde avec, souvent, bon, pour ceux qui reçoivent de l'aide sociale, ça concorde avec l'arrivée du chèque, mais au même moment, il y a la nécessité que d'acheter des fournitures scolaires, des cahiers d'exercice, pardon, donc des choses qui coûtent très cher, en plus des vêtements, tout ça. Donc, ça devient impossible pour des familles démunies. En fait, j'aimerais ça dire que les familles démunies, c'est pas juste les gens sur l'aide sociale. Bien sûr qu'il y a des gens sur l'aide sociale et qu'il y a des gens malades, mais on retrouve de plus en plus de petits salariés, des gens qui étaient donateurs autrefois sont devenus de la clientèle pour nous. C'est une période extrêmement difficile financièrement pour les familles. Et ça donne une pression sur la famille épouvantable, tant chez les parents que les enfants, parce que c'est la fin de paiement des camps de jour. Donc, c'est aussi le changement de saison au niveau des vêtements. C'est l'arrivée de la rentrée scolaire avec tout ce que ça englobe, donc les frais fixes, les frais pour les matériels didactiques, les frais aussi pour le sac à dos, la boîte à lunch et tout ce qu'on a acheté qui va autour. Les journées pédagogiques, les garderies, etc. Le service de garde aussi. Puis on a aussi des services publics comme Hydro-Québec qui arrivent à cette période-ci où pour les gens qui sont budgétés, bien, c'est le compte le plus haut du mois, de l'année, c'est-à-dire où ils ont à pallier à ça. Donc, ils n'y arrivent tout simplement pas. Des gens qui sont fragiles financièrement, qui arrivent à boucler leur boucle de budget durant les autres mois, à cette période-là, ils n'y arrivent tout simplement pas et ont besoin d'aide. Parce que la détresse que peuvent vivre les parents, ça serait pire que les enfants. Et les enfants, ça aurait des enfants beaucoup plus anxieux à la rentrée scolaire.
Et il faut dire qu'il faut soutenir ces enfants-là. On ne se dit pas qu'on est le seul organisme et la seule solution au décrochage scolaire, mais soutenir ces enfants-là en leur fournissant sac à dos, effets scolaires et tout le reste, ça permet à ces enfants-là de vivre une rentrée scolaire, d'avoir le goût de s'investir dans leur année scolaire, mais aussi dans leur cheminement scolaire. Puis on sait que le cheminement scolaire amène à la diplomation au marché du travail et la porte de sortie de la pauvreté. Et non seulement on doit les soutenir pour ça, mais on doit également les soutenir parce que ces enfants-là n'ont pas choisi de naître dans une famille pauvre. Ces enfants-là ont le droit d'avoir des rêves comme les autres, de réaliser une carrière. Et on se doit d'être là. Puis d'autant plus que c'est la génération montante de demain. Hein? Oui, c'est notre société de demain. Ce sont nos futurs garagistes, nos futurs médecins, nos futures infirmières, enseignants, même nos futurs dirigeants sociaux. Donc si on n'aide pas ces gens-là, vers où on s'en va? Tout à fait. Je veux revenir sur ce que vous avez mentionné concernant justement l'évolution du portrait de la pauvreté à Montréal, où est-ce que vous avez constaté depuis quelques années justement une évolution où il y a de plus en plus de familles à faible revenu ou des parents qui doivent occuper 2 emplois pour être capables de subvenir à leurs besoins. Ils n'ont pas le choix de faire appel à des organismes comme vous pour être capables de... Effectivement, la demande est de plus en plus grande. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, on doit dire que Montréal est une terre d'accueil pour les immigrants. 70 des immigrants qui arrivent au Québec demeurent à Montréal. Il y a également aussi les gens des autres régions qui vivent différentes détresses, qui viennent chercher des services à Montréal, que ce soit des services de santé, de la recherche d'emploi ou autres. Donc, c'est une population qui a besoin d'aide quand ils arrivent à Montréal, puis aussi souvent, ils ne trouvent pas d'emploi non plus, ou s'ils viennent chercher des services en santé, ils vont avoir recours aux organismes communautaires pour avoir de l'aide. Puis il y a également aussi tout le fait de la perte d'emploi, la crise économique ou l'incertitude économique dans laquelle on vit. Je dirais peut-être pas crise, mais incertitude économique, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de pertes d'emploi, ce qui fait que, justement, effectivement, on a... les statistiques ne démontrent pas tout le temps ça, mais on a une demande de plus en plus grande. Je lisais dans la presse cette semaine, on disait que la pauvreté tente à stagner à Montréal. Je dirais que c'est faux. Si on se base sur des chiffres, par exemple, on travaille beaucoup avec le bilan fin au niveau des statistiques qui est de Moisson Montréal, mais on travaille sur les organismes desservis par Moisson Montréal au niveau des statistiques. Mais est-ce qu'on parle des voisins qui aident leurs voisins, des familles qui aident leurs frères, leurs sœurs ou leurs enfants, des paroisses qui ne sont pas desservies par Moisson Montréal, des citoyens? Il y en a beaucoup plus de pauvreté qu'on peut penser. Et cette pauvreté-là coûte tellement cher au Québec. Elle coûte cher en ressources humaines. Elle coûte cher aussi au niveau humain, au niveau des détresses sociales, mais elle coûte cher économiquement aussi. Je trouve que nos gouvernements, souvent, n'investissent pas dans la lutte à la pauvreté suffisamment et que c'est un investissement rentable. Si on sort quelqu'un de la pauvreté et qu'on le rend économiquement rentable, c'est payant. Il sera un travailleur, il paiera ses taxes. Oui. Ce ne sera plus quelqu'un qui va s'enfoncer dans la pauvreté, qui va vivre des problèmes de santé mentale, qui va vivre des problèmes de santé physique. Ça peut être aussi de la violence, ça peut être autre chose, de la criminalité. Je ne dis pas que tous les gens qui sont pauvres vont vers là, mais on sait très bien que la pauvreté cause ces faits-là aussi. Et vous ne travaillez pas que durant la période de la rentrée, vous organisez aussi d'autres campagnes de financement, d'autres activités. Entre autres, vous avez des choses qui s'en viennent pour Noël, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors pour Noël, on a des magasins partage aussi. Donc, on aura 19 points de chute pour Noël. On desservira 5 700 familles. Chaque famille est reçue individuellement. Et on fait une entrevue avec ces familles-là pour s'assurer qu'on aide les bonnes personnes qui sont dans le bon territoire. Puis, et également aussi pour voir qu'est-ce qui se cache derrière la pauvreté, quels sont aussi les problèmes qui sont amenés par la pauvreté. Donc, on devient un peu comme une urgence d'un hôpital où on stabilise le patient. Puis, une fois qu'on a stabilisé le patient, on fait une investigation un peu plus profonde avec lui à travers l'entrevue. Et ensuite de ça, on travaille avec des spécialistes pour améliorer leur qualité de vie. C'est pas vrai qu'en soi qu'un organisme peut détenir toute l'expertise pour répondre à une famille qui vit de la pauvreté. C'est multiproblématique. Donc, un bénéficiaire, vous allez l'aiguiller vers des ressources qui peuvent l'aider qui travaille avec nous et on ne le perd jamais de vue. On travaille toujours avec lui. On s'assure qu'il va avoir de la nourriture sur sa table, dans son réfrigérateur, mais on va travailler les autres problématiques. Par exemple, si quelqu'un vit, si c'est un parent qui vit un problème de toxicomanie, puis c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de nourriture sur la table, que la famille est pauvre, bien, on va travailler avec une ressource qui travaille en toxicomanie, puis on va travailler pour qu'il y ait de la nourriture sur la table pour les enfants ou les autres membres de la famille.
Ça peut être une femme qui est isolée psychologiquement et financièrement par un conjoint. Puis on va travailler avec un organisme qui a de l'expérience auprès des femmes qui vivent ce type de violence-là. Mais on va s'assurer encore une fois qu'ils puissent manger. Pourquoi? Parce que quand on a faim, quand on a tous faim, on devient déconcentré. Et quand on se dit que ces gens-là se battent 365 jours par année, 3 fois par jour, autant les enfants que les parents, pour se dire « est-ce que je vais manger ?» C'est ça leur combat quotidien. Ça fait penser un peu à la pyramide de Maslow, les besoins de base, que ce soit le logement ou la nourriture, vous vous attaquez à ces besoins de base. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a jamais rien dans son réfrigérateur de dire « ben là, fais toutes les démarches pour t'en sortir ». Quand il y a plusieurs problèmes, quand il y a un problème de logement, quand il y a un problème de payer ses comptes, quand il ne sait pas s'il va être capable de payer les médicaments de son enfant ou d'acheter des bottes à son enfant, on ne peut pas. On ne peut pas. Il faut d'abord répondre à son premier besoin. Ensuite, travailler les autres. Il nous reste 30 secondes. Je veux absolument parler avec vous d'un projet d'agriculture urbaine que vous allez lancer prochainement. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, il est déjà parti, le projet d'agriculture urbaine. Cette année, on aura la chance de distribuer gratuitement 37 000 kilos de légumes à la population montréalaise appauvrie. Et ça, c'est grâce en partenariat avec la Ville de Montréal qui met à la disposition du projet Cultiver l'espoir des terres. Ça se passe dans l'ouest de l'île. Donc, on aura surveillé là, le 13 octobre dans les nouvelles. On aura de l'information à ce sujet-là. Bien, on suivra ça avec grande attention. En terminant, si les gens veulent faire, si nos téléspectateurs veulent faire des dons, veulent s'investir auprès de vous, comment elles peuvent le faire? Oui, alors pour faire des dons ou pour faire du bénévolat, vous pouvez aller sur magasinpartage.org ou appeler au 514-383-2460. Il est possible de faire des dons et soyez assurés que tous vos dons seront utilisés à bon escient. Alors, Mme Sylvie Rochette, cofondatrice et directrice générale du regroupement Partage, merci beaucoup. Merci. Alors, plus de 20 quartiers montréalais sont desservis par les magasins Partage. 316 000 personnes ont bénéficié de ces services. L'organisme a été en mesure de retourner pour 11,2 millions de dollars aux Montréalais dans le besoin. Plus de 1250 organisations de différents milieux ont appuyé les activités du regroupement.